En outre, la vue l'emporte sur le toucher en pureté, et l'ouïe et l'odorat sur le goût. Il y a dès lors une différence de même nature entre les plaisirs correspondants et les plaisirs de la pensée sont supérieurs aux plaisirs sensibles. Et dans chacun de ces deux groupes, il y a des plaisirs qui l'emportent sur d'autres. De plus, on admet d'ordinaire que chaque espèce animale a son plaisir propre, tout comme elle a une fonction propre, à savoir le plaisir qui correspond à son activité. Et à considérer chacune des espèces animales, on ne saurait manquer d'en être frappé. Cheval, chien et homme ont des plaisirs différents. Comme le dit Héraclite, un âne préférera la paille à l'or, car la nourriture est pour des ânes une chose plus agréable que l'or. Ainsi donc, les êtres spécifiquement différents ont aussi des plaisirs spécifiquement distincts. D'un autre côté, on s'attendrait à ce que les plaisirs des êtres spécifiquement identiques fussent eux-mêmes identiques. En fait, les plaisirs accusent une extrême diversité, tout au moins chez l'homme. Les mêmes choses charment certaines personnes et affligent les autres. Et ce qui pour les uns est pénible et haïssable, est pour les autres agréable et attrayant. Pour les saveurs douces, il en va aussi de même. La même chose ne semble pas douce au fiévreux et à l'homme bien portant, ni pareillement chaude à l'homme chétif et à l'homme robuste. Et ce phénomène arrive encore dans d'autres cas. Mais dans tous les faits de ce genre, on regarde comme existant réellement ce qui apparaît à l'homme vertueux. Aristote, tout en reconnaissant la diversité des plaisirs humains, va cependant essayer d'établir qu'il existe pour l'homme comme pour les espèces animales un plaisir spécifique, objectif et répondant à sa fonction propre. C'est le plaisir ressenti par l'homme vertueux, lequel demeure la mesure et la règle du plaisir véritablement humain. Et si cette règle est exacte, comme elle semble bien l'être, et si la vertu et l'homme de bien en tant que tels sont mesure de chaque chose, alors seront des plaisirs les plaisirs qui à cet homme apparaissent tels, et seront plaisantes en réalité les choses auxquelles il se plaît. Et si les objets qui sont pour lui ennuyeux paraissent plaisants à quelque autre, cela n'a rien de surprenant, car il y a beaucoup de corruption et de perversion dans l'homme. Et de tels objets ne sont pas réellement plaisants, mais le sont seulement pour les gens dont nous parlons et pour ceux qui sont dans leur état. Les plaisirs qu'on s'accorde à reconnaître pour honteux, on voit donc qu'ils ne doivent pas être appelés des plaisirs, sinon pour les gens corrompus. Conclusion de la théorie du plaisir, une fois éliminés d'office les plaisirs mauvais, il s'agit d'établir parmi les plaisirs honnêtes celui ou ceux qui sont l'apanage de l'homme. Pour cela, on se référera aux activités correspondantes, et l'activité distinctive de l'homme étant accompagnée de son plaisir propre, c'est ce plaisir qui devra être choisi. La théorie du plaisir est une des pièces maîtresses de la morale aristotélicienne, qui est un eudémonisme. La fin de la moralité est le bonheur, qui résulte lui-même de la perfection naturelle de l'acte. L'acte demeure antérieur et supérieur au plaisir, qui n'est que le signe de la perfection enfin atteinte. Voluptas est sensus perfectionis. Mais parmi les plaisirs considérés comme honnêtes, de quelle classe de plaisir ou de quel plaisir déterminé doit-on dire qu'il est proprement celui de l'homme? La réponse ne résulte-t-elle pas avec évidence des activités humaines? Les plaisirs, en effet, en sont l'accompagnement obligé. Qu'ainsi donc l'activité de l'homme parfait et jouissant de la béatitude soit une ou multiple, les plaisirs qui complètent ces activités seront appelés au sens absolu plaisirs propres de l'homme, et les autres ne seront des plaisirs qu'à titre secondaire et à un moindre degré, comme le sont les activités correspondantes. 6. Bonheur, activité et jeu. Après avoir parlé des différentes sortes de vertus, d'amitié et de plaisir, il reste à tracer une esquisse du bonheur, puisque c'est ce dernier que nous posons comme fin des affaires humaines. Mais si nous reprenons nos précédentes analyses, notre discussion y gagnera en concision. Nous avons dit que le bonheur n'est pas une disposition, car alors il pourrait appartenir même à l'homme qui passe sa vie à dormir, menant une vie de végétal, ou à celui qui subit les plus grandes infortunes. Le bonheur n'est pas une exis, mais une energia. C'est une energias désirable par soi et non en vue d'une autre fin. Or, à cette définition correspondent les activités de l'homme vertueux. Le bonheur sera donc l'acte conforme à la vertu. Si ces conséquences ne donnent pas satisfaction, mais si nous devons plutôt placer le bonheur dans une certaine activité, ainsi que nous l'avons antérieurement indiqué,
Et si les activités sont les unes nécessaires et désirables en vue d'autre chose, et les autres désirables en elles-mêmes, il est clair qu'on doit mettre le bonheur au nombre des activités désirables en elles-mêmes et non de celles qui ne sont désirables qu'en vue d'autre chose. Car le bonheur n'a besoin de rien, mais se suffit pleinement à lui-même. Or, sont désirables en elles-mêmes les activités qui ne recherchent rien en dehors de leur pur exercice. Telles apparaissent être les actions conformes à la vertu, car accomplir de nobles et honnêtes actions est l'une de ces choses désirables en elles-mêmes. Mais parmi les jeux, ceux qui sont agréables font aussi partie des choses désirables en soi. L'activité de jeu sous toutes ses formes ne poursuit elle aussi que sa propre fin, tout comme la vertu. Pourquoi ne serait-elle pas le bonheur? C'est à cette objection que répond Aristote. Il existe en somme trois sortes d'activités qui sont des fins per se. L'activité vertueuse de l'homme de bien en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant que composé, syntéton, d'une âme et d'un corps. C'est l'exercice des vertus morales, l'activité de jeu qui est éliminée dans le présent passage. Enfin, le théoria, l'exercice des vertus intellectuelles qui fera l'objet du chapitre suivant. Nous les choisissons pas en vue d'autre chose, car ils sont pour nous plus nuisibles qu'utiles, nous faisant négliger le soin de notre corps et de nos biens. Les amusements et les jeux sont des fins en soi, au point qu'on n'hésite pas à les rechercher pour eux-mêmes, souvent au détriment de sa santé et de sa fortune. Pourtant, la plupart des hommes qui sont réputés heureux ont recours à des distractions de cette sorte, ce qui fait qu'à la cour des tyrans, on estime fort les gens d'esprit qui s'adonnent à de tels passe-temps, car en satisfaisant les désirs de leur maître, ils se montrent eux-mêmes agréables à leurs yeux. Et c'est de ce genre de complaisants dont les tyrans ont besoin. Quoi qu'il en soit, on pense d'ordinaire que les amusements procurent le bonheur pour la raison que les puissants de ce monde y consacrent leurs loisirs. Quoique sans doute la conduite de tels personnages n'ait en l'espèce aucune signification. Ce n'est pas en effet dans le pouvoir absolu que résident la vertu et l'intelligence d'où découlent les activités vertueuses. Et si les gens dont nous parlons, qui ne ressentent aucun goût pour un plaisir pur et digne d'un homme libre, s'évadent vers les plaisirs corporels, nous ne devons pas croire pour cela que ces plaisirs sont plus souhaitables, car les enfants aussi s'imaginent que les choses qui ont pour eux-mêmes du prix sont d'une valeur incomparable. Il en découle logiquement que les appréciations des gens pervers et des gens de bien sont tout aussi différentes les unes des autres, que sont visiblement différentes celles des enfants et des adultes. Par conséquent, ainsi que nous l'avons dit à maintes reprises, sont à la fois dignes de prix et agréables les choses qui sont telles pour l'homme de bien. Et pour tout homme, l'activité la plus désirable étant celle qui est en accord avec sa disposition propre. Il en résulte que pour l'homme de bien, c'est l'activité conforme à la vertu. Ce n'est donc pas dans le jeu que consiste le bonheur, mais bien dans l'activité vertueuse. Il serait en effet étrange que la fin de l'homme fût le jeu, et qu'on dût se donner du tracas et du mal pendant toute sa vie afin de pouvoir s'amuser. Car pour le dire en un mot, tout ce que nous choisissons est choisi en vue d'une autre chose, à l'exception du bonheur, qui est une fin en soi. Mais se dépenser avec tant d'ardeur et de peine en vue de s'amuser ensuite est de toute évidence quelque chose d'insensé et de puéril à l'excès. Au contraire, s'amuser en vue d'exercer une activité sérieuse, suivant le mot d'Anacarsis, voilà, semble-t-il, la règle à suivre. Le jeu n'est qu'un moyen. Le jeu est en effet une sorte de délassement du fait que nous sommes incapables de travailler d'une façon ininterrompue et que nous avons besoin de relâche. Le délassement n'est donc pas une fin, car il n'a lieu qu'en vue de l'activité. Et la vie heureuse semble être celle qui est conforme à la vertu. Or, une vie vertueuse ne va pas sans un effort sérieux et ne consiste pas dans un simple jeu. Et nous affirmons à la fois que les choses sérieuses sont moralement supérieures à celles qui font rire ou s'accompagnent d'amusement, et que l'activité la plus sérieuse est toujours celle de la partie meilleure de nous-mêmes, ou celle de l'homme d'une moralité plus élevée. Par suite, l'activité de ce qui est meilleur est elle-même supérieure et plus apte à procurer le bonheur. De plus, le premier venu, fût-ce un esclave, peut jouir des plaisirs du corps tout autant que l'homme de la plus haute classe, alors que personne n'admet la participation d'un esclave au bonheur, à moins de lui attribuer aussi une existence humaine. Ce n'est pas, en effet, dans de telles distractions que réside le bonheur, mais dans les activités en accord avec la vertu, comme nous l'avons dit plus haut. 7. La vie contemplative ou théorétique. Mais si le bonheur est une activité conforme à la vertu, il est rationnel qu'il soit activité conforme à la plus haute vertu, et celle-ci sera la vertu de la partie la plus noble de nous-mêmes.
Que ce soit donc l'intellect ou quelque autre faculté qui soit regardée comme possédant par nature le commandement et la direction, et comme ayant la connaissance des réalités belles et divines, qu'au surplus cet élément soit lui-même divin ou seulement la partie la plus divine de nous-mêmes. C'est l'acte de cette partie selon la vertu qui lui est propre qui sera le bonheur parfait. Or, que cette activité soit théorétique, c'est ce que nous avons dit. Cette dernière affirmation paraîtra s'accorder tant avec nos précédentes conclusions qu'avec la vérité. En effet, en premier lieu, cette activité est la plus haute, puisque l'intellect est la meilleure partie de nous-mêmes, et qu'aussi les objets sur lesquels porte l'intellect sont les plus hauts de tous les objets connaissables. Ensuite, elle est la plus continue, car nous sommes capables de nous livrer à la contemplation d'une manière plus continue qu'en accomplissant n'importe quelle action. La vie théorétique est la seule qui puisse se continuer longtemps sans fatigue. Sur cette continuité, qui est aussi à un degré plus éminent, celle de l'activité du premier moteur. Nous pensons encore que du plaisir doit être mélangé au bonheur. Or, l'activité selon la sagesse est, tout le monde le reconnaît, la plus plaisante des activités conformes à la vertu. De toute façon, on admet que la philosophie renferme de merveilleux plaisirs sous le rapport de la pureté et de la stabilité, et il est normal que la joie de connaître soit une occupation plus agréable que la poursuite du savoir. De plus, ce qu'on appelle la pleine suffisance appartiendra au plus haut point à l'activité de contemplation, car s'il est vrai qu'un homme sage, un homme juste ou tout autre possédant une autre vertu ont besoin des choses nécessaires à la vie, cependant, une fois suffisamment pourvu des biens de ce genre, tandis que l'homme juste a encore besoin de ses semblables, envers lesquels ou avec l'aide desquels il agira avec justice. Et il en est encore de même pour l'homme tempéré, l'homme courageux et chacun des autres. L'homme sage, au contraire, fût-il laissé à lui-même, garde la capacité de contempler, et il est même d'autant plus sage qu'il contemple dans cet état davantage. Sans doute est-il préférable pour lui d'avoir des collaborateurs, mais il n'en est pas moins l'homme qui se suffit le plus pleinement à lui-même, et cette activité paraîtra la seule à être aimée pour elle-même. L'activité théorétique est une fin en soi et désintéressée parce qu'elle est le but suprême. Elle ne produit en effet rien en dehors de l'acte même de contempler, alors que des activités pratiques nous retirons un avantage, plus ou moins considérable, à part l'action elle-même. Les activités pratiques, notamment celles de l'homme d'État et du guerrier, comme nous le verrons, visent des fins qui les dépassent et ne sont pas exercées pour elles-mêmes. De plus, le bonheur semble consister dans le loisir. La vie de loisir, la vie scolastique, est la seule qui soit compatible avec la vie contemplative. Car nous nous adonnons à une vie active qu'en vue d'atteindre le loisir, et ne faisons la guerre qu'afin de vivre en paix. Or, l'activité des vertus pratiques s'exerce dans la sphère de la politique ou de la guerre, mais les actions qui s'y rapportent paraissent bien être étrangères à toute idée de loisir. Et dans le domaine de la guerre, elles revêtent même entièrement ce caractère, puisque personne ne choisit de faire la guerre pour la guerre, ni ne prépare délibérément une guerre. On passerait pour un buveur de sang accompli si de ses propres amis on se faisait des ennemis en vue de susciter des batailles et des tueries. Et l'activité de l'homme d'État est, elle aussi, étrangère au loisir. Et en dehors de l'administration proprement dite, des intérêts de la cité, elle s'assure la possession du pouvoir et des honneurs, ou du moins le bonheur pour l'homme d'État lui-même et pour ses concitoyens, bonheur qui est différent de l'activité politique et qu'en fait nous recherchons ouvertement comme constituant un avantage distinct. Si dès lors, parmi les actions conformes à la vertu, les actions relevant de l'art politique ou de la guerre viennent en tête par leur noblesse et leur grandeur, et sont cependant étrangères au loisir et dirigées vers une fin distincte et ne sont pas désirables par elles-mêmes. Si d'autre part l'activité de l'intellect, activité contemplative, paraît bien à la fois l'emporter sous le rapport du sérieux et n'aspirer à aucune autre fin qu'elle-même et posséder un plaisir achevé qui lui est propre et qui s'accroît au surplus, qui accroît au surplus son activité. L'emporter par conséquent sur l'activité de jeu. Si enfin la pleine suffisance, la vie de loisir, l'absence de fatigue dans les limites de l'humaine nature et tous les autres caractères qu'on attribue à l'homme jouissant de la félicité sont les manifestations rattachées à cette activité. Il en résulte que c'est cette dernière qui sera le parfait bonheur de l'homme, quand elle est prolongée pendant une vie complète, puisqu'aucun des éléments du bonheur ne doit être inachevé. Mais une vie de ce genre
L'activité théorétique est celle de ce qu'il y a de divin en l'homme, où il est précisé que la vie contemplative, à la fois activité noble et béatitude, est continue et éternelle chez le premier principe, tandis que nous pouvons la vivre que micron, chronon, c'est-à-dire au rare moment où notre intellect devient en acte, dans l'intuition, les intelligibles mêmes. Mais une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine, car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Et autant cet élément est supérieur au composé humain, autant son activité est elle-même supérieure à celle de l'autre sorte de vertu. Si donc l'intellect est quelque chose de divin par comparaison avec l'homme, la vie selon l'intellect est également divine comparée à la vie humaine. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines et mortel aux choses mortelles. Mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui, car même si cette partie est petite par sa masse, par sa puissance et sa valeur qu'elle dépasse, et beaucoup tout le reste, dépasse de beaucoup tout le reste. On peut même penser que chaque homme s'identifie avec cette partie même, puisqu'elle est la partie fondamentale de son être et la meilleure. La contemplation est la véritable vie de l'homme. Tout être en effet se définit par sa quiddité, et par suite l'homme se définit par son âme. Et la fonction de l'âme étant l'activité selon le nous, c'est dans ce genre de vie qu'il convient de placer l'essence de l'homme. Il serait alors étrange que l'homme accordât la préférence non pas à la vie qui lui est propre, mais à la vie de quelque chose autre que lui. Et ce que nous avons dit plus haut s'appliquera également ici. Ce qui est propre à chaque chose est par nature ce qu'il y a de plus excellent et de plus agréable pour cette chose. Et pour cet homme et pour l'homme par suite, ce sera la vie selon l'intellect, s'il est vrai que l'intellect est au plus haut degré de l'homme même. Cette vie-là est donc aussi la plus heureuse.